Il était attendu et il est venu. Emmanuel Macron a tout de suite choisi d'être aux côtés des sinistrés avec un objectif, rétablir l'image de l'État malmené par l'ouragan Irma et enclencher tout de suite un retour à la normale. Remettre les élèves à l'école, ne serait-ce que sous des tentes gonflables, dans une semaine. Le gouvernement rejette en vrac les critiques et veut aller de l'avant, même si aux yeux des enseignants, son projet est irréaliste. Ils arpentent les couloirs de pôle Caraïbes depuis plusieurs jours. Leur volonté est de regagner leur foyer dans l'Hexagone ou ailleurs. Mais les places d'avion sont difficiles à obtenir. Quoiqu'un mieux a été enregistré aujourd'hui, nous dira Karen Diamin. Et enfin, un policier jaloux a abattu sa femme et 2 de ses enfants dans l'Oise. Ce drame a semé la désolation à Anse-Bertrand, d'où était originaire la victime. Toute la famille pleure ses disparus. Le reportage d'ATV Guadeloupe au cœur de cette famille éplorée est à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le président de la République est arrivé en milieu de matinée aujourd'hui à Saint-Martin, tout comme l'avait fait François Mitterrand après le passage d'Hugo. Emmanuel Macron s'est rendu au chevet des sinistrés. Il s'est voulu rassurant, allant à la rencontre de ces populations qui ont tout perdu. Il a également affirmé sa volonté de faire du retour à la vie normale sa priorité. Et ce déplacement a aussi pour principale mission, d'une part, d'affirmer la présence de l'État, de défendre l'action gouvernementale très critiquée pour sa gestion de la catastrophe, et d'autre part, donner le coup d'envoi du plan de reconstruction. Et c'est depuis la Guadeloupe, où il avait atterri juste avant de rejoindre Saint-Martin, qu'il a annoncé un ensemble de mesures pour relever les 2 îles. Reportage Linda Kayarsi, Isabelle Amo. Plusieurs priorités ont été annoncées par Emmanuel Macron. La première, permettre un retour à la vie quotidienne. L'ordre public, je viens de l'évoquer, les moyens sont là, sous la coordination générale de gendarmerie, avec un retour à l'ordre public. Partout où nous avons connu des débordements inacceptables. Ce soir, je serai aux côtés de nos forces de l'ordre, en patrouille, pour m'en assurer. Dans un second temps, l'accès à l'eau potable, l'un des enjeux essentiels sur l'île. Plusieurs initiatives ont été prises par l'État. Nous avons une usine de désalinisation qui sera dans les prochains jours livrée grâce à une coopération avec nos amis espagnols. Plusieurs initiatives ont été prises qui nous permettront à partir du 20 d'avoir à nouveau de l'eau produite sur le territoire en quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan, mais ce qui permettra un retour progressif à la normale et nous y sommes très vigilants. Le président Macron assure que tous les services de l'État seront mobilisés pour accélérer le déblaiement des rues et la reconstruction des bâtiments. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Nous ferons vite, nous ferons bien et nous ferons mieux. Le Saint-Martin qui renaîtra de cet ouragan devra avoir des constructions durables qui répondent là aussi aux exigences sismiques et environnementales. Car ce qu'il se passe aujourd'hui à Saint-Martin, c'est bien le résultat de construction qu'on a parfois laissé se faire dans des conditions qu'on n'aurait pas acceptées dans d'autres territoires de la République. Enfin, la santé et l'éducation n'ont pas été épargnées. Le chef de l'État prévoit une rentrée des classes dès la semaine prochaine. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir, même pour quelques heures, des écoles. Aujourd'hui arriveront des tentes gonflables qui permettent d'enseigner. Nous allons organiser progressivement ce retour à la normale pour que d'ici à la Toussaint, ce soit un cycle normal qui puisse être repris pour l'ensemble des élèves de l'île, mais en accordant la priorité évidemment aux classes d'examen, en particulier celles et ceux qui sont en terminale, mais pour dès la semaine prochaine, partout où c'est possible, permettre ce retour à la vie normale. Une reconstruction de l'île de Saint-Martin qui, selon les assureurs, s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros. Selon Emmanuel Macron, tous ces moyens représentent l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cette annonce d'envisager une reprise des cours pour les élèves saint-martinois dès la semaine prochaine a aussitôt fait réagir les syndicats. Seules 3 écoles sur 21 ont tenu debout après l'ouragan. On écoute Eddy Ségur, secrétaire départemental FSU, interrogé par Linda Kayarsi et Isabelle Amo. Pour moi, c'est une annonce complètement buesque. Comment on peut penser que la semaine prochaine, des élèves complètement traumatisés, des enseignants à bout de souffle, complètement également marqués par une telle catastrophe, puissent reprendre le travail?
Je crois que M. Macron n'est que dans la communication. Il n'a peut-être pas conscience de l'ampleur des dégâts qu'il y a actuellement sur Saint-Martin. Et de toutes les façons, pour nous, il est hors de question qu'une rentrée scolaire se passe sans qu'il y ait au minimum quelques prérequis, c'est-à-dire des logements décents pour l'ensemble des enseignants, des établissements scolaires qui puissent accueillir les enfants en toute sécurité et surtout, tout simplement, qu'on puisse être et en capacité d'apprentissage, mais également en capacité de recevoir ces apprentissages. Je crois que M. Macron n'est que dans la communication. Malheureusement, on se rend compte que sa venue, contrairement à ce qu'on peut penser, au lieu qu'elle puisse justement être pleine d'empathie et puisse justement être empreinte de réalité par rapport à la situation actuelle, il n'est que dans la communication et peut-être que cela cache tout simplement toutes les difficultés que ce gouvernement a eu à mettre en place, les moyens nécessaires face justement à l'ampleur de l'ouragan qui arrivait. Et à Saint-Martin, si la vie reprend peu à peu, les dégâts sont considérables, toujours privés d'eau, d'électricité. La population dont le moral est durement atteint veut quitter l'île. Autant de problématiques pour lesquelles Emmanuel Macron a pris des engagements ce matin. Isabelle Hameau, Linda Kayarsi. Autre mesure entreprise par le chef de l'État, celle du rapatriement. Des vols supplémentaires d'Air France seront affrétés. Nous allons organiser en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin ces départs. D'ores et déjà aujourd'hui, il y a environ 2000 départs qui ont été effectués. Il faut que cela se passe en bon ordre, sans panique aucune. C'est la collectivité qui gère les listes d'attente. Nous allons tout faire pour qu'il puisse y avoir des systèmes d'attente qui se passent dans les meilleures conditions possibles pour les personnes. Air France est pleinement mobilisée et d'ores et déjà va mettre un vol supplémentaire à coût réduit aujourd'hui pour organiser ces départs. Ce sont parfois des départs de quelques jours pour souffler, retrouver ses proches, sortir d'un traumatisme. Et c'est avec beaucoup d'humanité que je veux que à la fois les services de l'État et de la collectivité territoriale puissent organiser ces mouvements. Concernant les indemnisations, Emmanuel Macron assure que les démarches seront simplifiées. Je souhaite que tous les sinistrés puissent avoir une réponse rapide et pragmatique et c'est une mobilisation de l'ensemble de la nation, publique et privée, qui est ici mise en œuvre. Nous allons mettre en place des procédures simplifiées pour que les dossiers soient traités en priorité. Et nous mettrons là aussi des procédures simplifiées en donnant des délais supplémentaires à celles et ceux qui ont beaucoup perdu, parfois tout perdu, pour pouvoir être indemnisés dans des conditions simplifiées que détailleront les assureurs. Pour les fonctionnaires, les rapatriements seront organisés depuis la Guadeloupe, la Martinique et l'Hexagone avec un système de relève. Il y a la polémique concernant le manque d'anticipation de l'État pour gérer cette catastrophe. Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, qui n'a pas rejoint la délégation présidentielle à Saint-Martin, se défend contre cette accusation. Selon nos informations, elle aurait d'ailleurs même créé une tension entre les deux hommes. On écoute les explications d'Harry Chalus, interrogé par Linda Kayarsi et Isabelle Hameau. Il y a une catastrophe à quelques mètres de nous. Le département et la région ne sont pas associés. On ne peut pas monter dans l'avion pour aller porter concours à notre collègue président de collectivité. C'est pas normal. Je suis président de région, Mme Borel est présidente de département. Tout de suite, on devait faire avec nous. Et c'est quand, par la suite, Mme la ministre a dû taper du poing sur la table que les choses se sont réglées et que par la suite, nous avons dû travailler ensemble pour pouvoir coordonner tout ce que nous avons pu collecter, les acheminer en toute sécurité, comme je lui ai proposé, qu'il y ait une équipe qui s'occupe que de l'arrivée de tout ce qui part de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'extérieur, que ça soit sécurisé à Saint-Martin et que ça entre carrément à l'intérieur des terres de Saint-Martin, mais surtout qu'on mette l'armée. Je lui ai demandé personnellement que l'armée puisse distribuer tout ce qui arrive et aille aussi sur le terrain pour pouvoir nettoyer, déblayer. Et il a demandé tout de suite au colonel militaire de pouvoir mettre l'armée sur le terrain à Saint-Martin. Aller vite, c'est nettoyer d'abord l'île. Aller vite, c'est donner de l'eau, donner à manger, rapatrier les blessés. Et là, comme je le dis, l'armée devait prendre ce relais pour pouvoir accompagner tout ce que l'État. Non, quand vous mettez quand même 800 hommes en 3 jours après un cyclone, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Mais il faudrait que nous avons le SMA en Guadeloupe, et c'est pour cette raison que je me battais pour avoir un épide. Le SMA peut jouer un rôle important, il faut que le SMA puisse jouer ce rôle. Et place au soulagement pour les rescapés qui attendaient pour rejoindre Paris depuis ce week-end. La majorité des touristes anglophones a pu quitter la Guadeloupe aujourd'hui. Karen Diaman les a suivis avant leur départ. On regarde. Non loin du terminal régional,
Georgette et son petit groupe attendent patiemment de regagner l'Hexagone. Rapatrié en Guadeloupe dimanche, le petit groupe a eu vent d'un avion militaire qui pourrait les ramener à Paris. Moi, je suis très contente de regagner la métropole parce que depuis, à Saint-Martin déjà, on a tout perdu. Ma maison, elle a pris l'eau, même si les murs sont encore là, mais j'ai de l'eau dans la maison. Et mon seul objectif, c'est mettre mon fils à l'école, vu qu'il n'y a plus d'école à Saint-Martin. Rentrer en métropole, mettre mon fils à l'école et souffler un peu de tout ce cyclone, tout ce vent qu'on a eu et tout. Et je remercie beaucoup l'équipe la Croix-Rouge d'ici, le SAMU et la dame qui nous a pris en charge, qui nous a hébergés pour la nuit. Oui. Elle a été super gentille avec nous. Elle nous a trouvé des pulls. On était vraiment dans une très bonne équipe et ils ont vraiment pris soin de nous. Je ne sais pas pour les autres, mais ça a été vraiment bien. Et on est vraiment contente qu'enfin on a trouvé un vol pour aller en France, même si c'est avec l'avion militaire, je ne sais pas. Mais je suis contente parce que là, c'est surtout pour mes enfants et j'ai 2 enfants là. À Saint-Martin, on n'a rien du tout, on n'a pas de boulot, on n'a pas on n'a rien du tout, école non plus. Donc là, je suis contente surtout pour mes enfants. Ce bonheur, ils le doivent à la mise en place d'une cellule de crise hier par les services de l'État. Il y a un vol qui part en fin de matinée à 12h30 qui va pouvoir embarquer 185 personnes. 185 personnes qui se sont présentées à la cellule d'accueil et d'orientation qui a été mise en place ici à l'aéroport et personnes qui figurent sur une liste prioritaire. Donc ces personnes ont été rappelées au cours de la nuit et elles ont commencé les enregistrements à partir de ce matin pour pouvoir être prêts à un vol dont le départ est prévu à 12h30. Si 185 réfugiés ont pu quitter la Guadeloupe par le biais de ce vol militaire. Près de 300 autres rescapés étaient encore attendus dans la journée. Là aussi, la préfecture a anticipé les nouvelles arrivées et mis en place un planning de rotation aérienne. Il y a des disponibilités dans les jours qui viennent. Il y a en particulier un vol qui est affrété par la Fondation de France et il y a également un vol supplémentaire qui a été mis en place par Air France. Donc nous avons augmenté nos capacités de transfert vers Paris. Les rotations aériennes devraient s'intensifier pour désengorger la cellule de crise et permettre à ceux qui le souhaitent de regagner la Guadeloupe dans un premier temps et ensuite l'Hexagone. Et pendant cette période d'attente, certains rescapés chanceux ont été hébergés chez des particuliers, des Guadeloupéens qui ont ouvert les portes de leur maison pour apporter chaleur et réconfort. Marie Tricot et Michelet François ont suivi certains d'entre eux dans leur nouveau quotidien. Regardez. 24 heures après son arrivée dans cette famille d'accueil, Vanna parle à nouveau. Ça, c'est une petite fille qui est venue là. La Saint-Martinoise et son fils de 15 ans ont pu profiter d'un repas et dormir dans un lit, grâce à Philippe et sa femme. Une démarche spontanée pour ce couple. On voulait faire quelque chose pour eux, on ne peut pas aller sur place. Donc le fait de les accueillir chez nous déjà pour qu'ils puissent décompresser et puis aussi se reposer parce qu'ils sont tous arrivés à exténuer. Le choc de ces terribles heures passées dans la fureur d'Irma s'éloigne grâce aux bons soins de leurs hébergeants. Au fil de la journée, on sent quand même qu'ils se détendent, qu'ils arrivent un petit peu à parler. Hier, ils n'arrivaient pas vraiment à parler de leur situation. Depuis hier, je sens bien, parce que je sens bien depuis quand on est arrivé ici, là, la dame et le monsieur, c'est très gentil, ils donnent à manger, ils donnent à boire. Vanna ne souhaite pas repartir à Saint-Martin. Mais avec sa maison détruite et sans appui hors du territoire, son avenir est incertain. On a réussi à caser quasiment tout le monde sans aucun souci. Dans ce quartier vivent des professionnels du tourisme qui ont profité de la basse saison pour recueillir en urgence ces réfugiés climatiques. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué? Oui. Ça vous dit de venir chez nous? Oui, bien sûr. Pas de problème. Venez avec nous. Et il nous a fait remplir un papier et on est parti. Mais pour combien de temps? Malgré leur bonne volonté, Philippe et sa femme sont démunis face à la détresse psychologique et les problèmes de santé de leurs hôtes. On a recueilli des gens en toute simplicité et au final on se rend compte que c'est des situations un peu particulières et c'est pas les situations auxquelles dont on nous avait informé à l'avance. L'information n'a pas été transmise. La préfecture me disait ce matin, écoutez, on n'a pas de solution, on vous recontactera. Quand? Je sais pas.
Donc nous, en attendant, on a des gens malades chez nous. Aujourd'hui, les hébergeants interpellent l'État et lui demandent de trouver une solution durable pour les sinistrés de Saint-Martin qui, après avoir fui leur île, ne savent pas où aller. Et eux aussi jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des victimes de l'ouragan Irma. Il s'agit des psychologues. Près d'une dizaine a été déployée à l'aéroport Paul Caraïbes. Et parmi ces derniers se trouve notre invité. Bonsoir Janello. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Madame Janello, vous êtes psychologue et vous faites partie justement des médecins missionnés pour la cellule d'urgence médico-psychologique. Je l'ai dit tout à l'heure, plus d'une dizaine installés à la Paul Caraïbes. Tout d'abord, dans quel état d'esprit général se trouvent ces victimes, ces personnes confrontées justement à ce type de catastrophe? Donc je dirais déjà que j'interviens au niveau de l'association d'aide aux victimes Guadave. Donc pour le moment, en fait, c'est l'état de stupeur, le désarroi, la détresse émotionnelle, la peur, l'angoisse face à ce chaos, face à cette situation traumatique. Certains l'ont affirmé, c'est le chaos dans ma tête. Comment peut-on aider ces personnes et comment peuvent-elles retrouver la paix? Donc c'est le premier temps en fait du traumatisme. C'est face au choc, les gens sont confrontés en fait à cette peur, à l'ouragan qui arrive et tout de suite ils doivent faire face à la panique. Et nous, dans un premier temps, nous faisons des débriefings pour permettre aux gens d'exprimer leurs émotions. On laisse la place à la parole pour verbaliser et pour atténuer l'effet du choc traumatique. Comment peut-on aider, nous, particuliers? Je vois tous ces Guadeloupéens qui ont décidé d'ouvrir les portes de leur maison pour accueillir ces sinistrés. Donc, comment peut-on aider ces personnes emprisonnées, j'ai envie de dire, dans quelque chose de chaotique, dans leur souffrance. Ce qui est important, c'est le lien social, c'est la solidarité. Et ça permet en fait d'apaiser les victimes, de se sentir aussi entourées. Ça aide beaucoup et ça atténue beaucoup l'effet du traumatisme, le fait de ne pas se sentir isolé et seul dans sa souffrance. Ça permet déjà d'atténuer. C'est la solidarité, c'est vraiment la solidarité qui compte face à une catastrophe, face à cette catastrophe naturelle et face au traumatisme collectif. Ces personnes qui présentent des signes de stress post-traumatique ont-elles intérêt à consulter un spécialiste? Donc, dans un premier temps, on ne peut pas parler de stress post-traumatique parce qu'il faut du temps pour diagnostiquer le stress. On va observer déjà des symptômes et en fonction des symptômes qui vont se développer, on pourra définir dans les mois, 1 ou 2 mois à venir, si le traumatisme s'installe. Donc, pour éviter que le traumatisme ne s'installe, il faut être pris en charge assez rapidement. Donc, il faut débriefer, il faut rencontrer des professionnels pour exprimer, verbaliser. Sachant que dans les catastrophes naturelles, la tête n'est pas directe en fait c'est collectif. Donc, de manière générale, c'est beaucoup plus facile pour les gens de gérer ce type de traumatisme. Et là, je pense aux Guadeloupéens qui est installés à Saint-Martin, qui sont revenus en Guadeloupe par le biais des circonstances. Comment peuvent-ils savoir s'ils présentent justement des signes de stress post-traumatique? Donc, il faut faire une évaluation avec un psychologue et puis il faut aussi observer des signes. L'isolement, on est un peu dans l'hypervigilance, on a des réactions de peur, de crainte, de panique, d'angoisse. Il y a des cauchemars. Donc c'est un ensemble de signes. On n'a plus envie de manger ou on revoit en fait les images. C'est surtout les gens qui sont confrontés en fait en fait déjà dans cette situation, cette catastrophe, on est confronté à la perte. Donc il faut se reconstruire. C'est tout le travail de reconstruction qui va être mis en place. Mais ces personnes ont besoin vraiment au niveau de l'accompagnement d'être soutenues par un psychologue et de faire attention aux signes. Voilà. On a le sentiment d'un bouleversement en Guadeloupe et qui n'a pas seulement touché Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour les Guadeloupéens aussi, qui ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux, parfois avec colère, violence. Sont-ils eux aussi des victimes collatérales d'Irma? Donc en fait, il y a cette empathie, il y a cette sensibilité face à cette détresse émotionnelle. Pour le moment, on est dans le temps de l'émotion. On est vraiment touché parce que Saint-Martin est assez proche de nous. Et puis, il y a cette sensibilité face à la détresse des Saint-Martinois qui
qui fait que les Guadeloupéens et puis même les Français sont très sensibles à ce qui se passe et à l'aide qu'on peut apporter aux Saint-Martinois. Il faut s'en protéger de ces émotions? Là, pour le moment, c'est le temps de l'émotion. Donc, d'ici quelques semaines, ça passera. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit s'en protéger. On doit verbaliser, on doit dire les choses et on doit aussi prendre conscience de ce qui se passe pour prévenir par la suite les risques de tels événements, comment on pourra s'organiser face à de telles tragédies et puis mettre en place les moyens. Et voilà. Jeanne Lello, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Harry Chalus en a fait référence tout à l'heure. Quelques heures après son atterrissage, le chef de l'État a annoncé la mobilisation du service militaire adapté pour venir en aide aux sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Dès ce midi, une première équipe spécialisée dans le déblaiement et le sauvetage s'est rendue à Saint-Martin. Dans leur rang se trouve d'ailleurs une jeune Saint-Martinoise pour qui cette mission prend justement un sens bien particulier. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde ensemble. RSMA au secours des Saint-Martinois, une mission est partie aujourd'hui pour prendre part aux opérations de sauvetage. C'est la priorité du moment, après avoir eu une priorité sécuritaire, c'est une priorité qui est mise sur le sauvetage dans les populations. Une fois que l'ordre va être rétabli, je ne suis pas sur place pour en juger, et donc la mission de mon détachement, ça va être ça. J'envoie un premier élément, dans le jargon militaire, c'est un harpon, donc c'est un élément de commandement, de liaison, qui va se préparer à Saint-Martin à accueillir les autres éléments que nous projetterons soit dans la journée, soit demain, soit dans les jours à venir. Je pense qu'en France, il y a une seule unité militaire qui a des Saint-Martinois dans ses rangs en grand nombre, c'est le RSMA de la Guadeloupe, pour des raisons historiques. Nous en recrutons une centaine chaque année. Et donc là, actuellement, en régiment, il y a environ une centaine de Saint-Martinois et qui sont dans toutes mes filières, dans toutes mes sections. Et pour répondre directement à votre question, oui, bien sûr, là, dans le premier élément qui décolle cet après-midi, nous avons une Saint-Martinoise qui connaît parfaitement les lieux, bien sûr. Des militaires formés au sauvetage des blaiements en route pour Saint-Martin. Dans les rangs, une Saint-Martinoise impatiente d'aider, mais surtout de retrouver ses proches. Je pense que ça va être un peu choquant de voir ça, surtout que c'est mon île, alors ça va être très très dur pour moi, mais on va être fort. Bon, on était tous tristes, mais le régiment était là pour nous appuyer parce que l'armée, on est une belle famille, donc ils étaient tous là pour nous. 2-3 jours après, j'ai eu des nouvelles, ils sont tout perdus, mais ils vont bien. Même mes amis aussi. J'espère que je pourrai aller les voir aussi. Suivront les soldats élagueurs pour sécuriser les chantiers. Cette mission de détachement, c'est l'occasion pour eux de participer à l'élan de solidarité et à plus long terme, de participer à la reconstruction. 100 000 €, c'est le montant du chèque remis par le président du conseil d'administration du Crédit Agricole à l'attention des sinistrés. Un don qui s'inscrit dans le cadre d'une collecte organisée au siège de l'établissement bancaire à Petit-Pérou. Une action mise en place avec la participation, comme vous pouvez le constater, du Coreca. On écoute la réaction de Benoît Leduc, directeur général du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, accompagné de celle de Julien Mérillon, président du Coreca, tous deux interrogés par Karen Diama. On est vraiment la seule banque qui est uniquement et complètement ancrée sur ce territoire, et quand le territoire tousse, quand il subit des catastrophes, nous sommes évidemment bien sûr très touchés par cela, et c'est l'objet de notre contribution aujourd'hui au travers du don que nous venons de faire au Coreca d'un chèque, comme vous l'avez dit, de 100 000 €, pour permettre d'intervenir auprès des populations, qu'elles soient de Saint-Barth ou de Saint-Martin, qui ont été véritablement très très touchées par le passage du cyclone Irma. D'abord, je dois dire que cette action sera menée en relation avec le comité technique opérationnel où nous participons, avec la région, le département et les autres partenaires, mais surtout avec la collectivité de Saint-Martin. Ce n'est pas nous qui allons leur imposer des choix, mais nous attendons qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui leur paraît le plus opportun en l'état actuel des choses, mais c'est nécessairement quelque chose qui peut et qui va aider Saint-Martin, puisque aujourd'hui, aucune aide n'est inutile. Et les collectes se multiplient un peu partout sur l'île. Le centre communal d'action sociale de Sainte-Rose, qui a aussi lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Justement, on écoute les explications de la directrice du CCAS de la ville de Sainte-Rose, Nina Nestor, interrogée par Patrick Curie et Moïse Dexter. Le CCAS s'est engagé aux côtés du conseil régional, le conseil départemental et le CORECA
pour collecter les denrées alimentaires sur la commune de Sainte-Rose. Donc, Madame le maire a souhaité que le CCAS participe à cet événement, puisque nous savons tous ce que vivent les gens de Saint-Martin. Donc, il est important pour nous de participer à cette collecte et d'apporter aussi notre contribution. Donc, avec le personnel du CCAS, nous sommes mobilisés nous avons commencé aujourd'hui, avec un peu de retard, puisque ça devait commencer lundi, pour collecter des denrées. Donc, nous avons fait passer un message, nous avons aussi fait des affiches. Nous nous sommes aussi appuyés sur le tissu associatif de Sainte-Rose pour leur demander de nous aider afin de faire passer le message pour inciter les gens à venir déposer des denrées. La collecte est prévue pour une semaine, donc ce sera jusqu'à samedi 18-19 h et voilà toute la journée. À partir de 8 h, donc nous restons là, nous relayons pour recevoir les denrées. Et dans le reste de l'actualité, nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Une Guadeloupéenne, Sidi Dopin, a été tuée par son mari ainsi que 2 de ses 5 enfants dimanche matin dans la région de l'Oise. Pour sa famille, domiciliée dans la commune d'Anse-Bertrand, c'est le drame absolu. Personne ne comprend ce terrible dénouement. L'époux n'aurait pas supporté la décision de son épouse de mettre un terme à leur mariage. Ses proches ont accepté de s'exprimer devant nos caméras. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Exter. Le dimanche matin, ma fille m'a appelé. Il m'a dit, bon, maman, et mon mari s'est réveillé, il est déchaîné. Un déchaînement qui s'est terminé par un drame. Alors qu'elle atteint un coup de fil de sa fille partie retrouver son frère à Paris, Marie-Josiane Dopin apprend vers 17 h 30 la triste nouvelle. Alain, j'ai tué Cindy et j'ai tué cette Timona. On dit, ah bon? Et on dit, bon, on va comprendre, mais que j'ai fait, j'arrivais en gare là, il tué. Il dit, maman, mais mon il mène, il pas venu en voiture. Et il est entré sans parler, il en est mis à tuer moi. Il tire sur Cindy et 2 de ses enfants. Une fillette échappe à la tuerie. Pour le père de Cindy, envahi par une grande tristesse, c'est l'incompréhension. On ne peut pas aller au cas quitter. Mon père fait ça. C'est grave. Je vais attendre moi. Ça a mal passé moi. Bon, on n'a pas de mauvais sentiment. C'est mené. Moi, je vais attendre. Quand on a des garçons là-bas, ils ont en force. Ils ont bon. Mais tout ça pas bon, ça grave. Ça a mal passé moi. Christophe et Marius pleurent leur sœur. Très liés, ils sont ballottés entre colère et tristesse. Pour leurs parents et le reste de la fratrie, ils demeurent dignes face à la douleur. Surtout que je lui ai parlé vendredi. Vendredi, on s'est parlé, on a bien parlé, tranquille. Et le dimanche, apprendre ça, non, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment un coup dur pour moi. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées à la tête. Mais bon, comme on dit, il s'est tué, il est mort, donc on ne peut rien faire. Donc franchement, je demande à aucune famille d'être dans ce cas-là. On comprend, on peut écouter ce qui a passé, mais on ne peut pas mettre en tête que c'est vous, ça arrive. Ça veut dire que pour en tête, bon, c'est plutôt étranger qui a fait ça, à part entier. Et là, nous venons prendre une nouvelle vers 17 h 30, 18 h. Ça m'a mené nous jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est un monde qui était tranquille, pas un monde qui était fait grand travail là. C'est un monde qui était posé, aimé de tous, qu'on nous tous même. La famille attend maintenant le rapatriement des corps de Cindy et des enfants. À Paris, en Martinique, en Guyane, ils étaient nombreux à manifester aujourd'hui contre les ordonnances sur la loi travail du gouvernement. Dans l'île Sœur, les organisations syndicales du secteur public, associatif ou privé ont tous tenu à manifester leur colère. Reportage Louis Sabas. Le message au gouvernement et au chef de l'État en particulier est clair. C'est un non catégorique à la réforme du Code du travail. Les manifestants dénoncent une mise à la trappe de leurs acquis sociaux.
Avec la loi Macron, c'est tous les travailleurs qui seront impactés par toutes ces modifications du Code du travail. Après un licenciement abusif, les indemnités vont chuter comme pas possible. Je ne me bats pas là pour moi parce que je suis en fin de carrière, mais je pense à toute notre jeunesse, nos étudiants, et je crains pour leur avenir. Ils étaient plusieurs centaines à battre le pavé. Conséquence, certaines écoles n'ont pu accueillir d'élèves. Dans d'autres, il n'y a pas eu de cantine et le fonctionnement des administrations a été perturbé. Gel de l'indice des fonctionnaires, diminution des moyens des collectivités pour le secteur public, suppression des contrats aidés, réduction des instances du personnel et des indemnités de licenciement. La modification du Code du travail a de quoi inquiéter les manifestants. Une fleur offerte au patronat, selon les organisations syndicales. On augmente les moyens des patrons de faire passer la baisse du salaire, l'augmentation du temps de travail, la diminution du nombre de jours fériés, etc., etc. Et on diminue les moyens des organisations syndicales et des représentants du personnel de résister à ces mesures, de s'opposer à ces mesures. Ce que les ordonnances veulent faire, c'est enlever tout cela pour faciliter le passage du tsunami antisocial qui se prépare aujourd'hui avec le MEDEF et les organisations patronales les plus extrémistes. A l'inverse, pour le patronat, cette loi est une avancée nécessaire. Une réforme sur le droit du travail qui permettrait plus de dialogue entre les travailleurs et leur direction. Elle consiste à mettre un peu plus de flexibilité dans les relations dans l'entreprise, à recréer des espaces de dialogue entre les salariés et les entrepreneurs, avec ou sans les syndicats d'ailleurs. Donc ce sont de nouveaux espaces qui ne peuvent être que profitables, à redescendre le niveau de discussion à l'échelon le plus bas de l'entreprise, et puis à rééquilibrer la loi entre ce qui relève de la branche, ce qui relève de la loi et ce qui relève de la discussion d'entreprise. Les ordonnances du gouvernement doivent être présentées au Conseil des ministres le 22 septembre prochain. Les syndicats de travailleurs espèrent encore que les mobilisations forcent le président Emmanuel Macron à revenir sur cette réforme du Code du travail. Et un prochain rendez-vous national a été fixé le 21 septembre prochain pour protester contre ces ordonnances qui prendront effet dès la fin du mois de septembre. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abymes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 12 septembre. Il était attendu, il est arrivé. Et le président Emmanuel Macron a choisi d'être aux côtés des sinistrés à Saint-Martin avec un objectif clair, rétablir l'image de l'État malmenée par l'ouragan et enclencher tout de suite un retour à la normale. Et d'ailleurs, remettre les élèves à l'école, ne serait-ce que sous des tentes gonflables, dans une semaine, c'est l'idée du gouvernement. Mais le gouvernement rejette en vrac toutes les critiques et veut aller de l'avant, même si aux yeux des enseignants, son projet est irréaliste. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui arpentent les couloirs de Pôle Caraïbes depuis plusieurs jours. Certains touristes, notamment anglophones, ont pu rejoindre l'Hexagone aujourd'hui, même si les places d'avion sont encore difficiles à obtenir. Et puis nous l'avons vu ce soir, un policier jaloux a abattu sa femme et 2 de ses enfants dans l'Oise. Ce drame a semé la désolation à Anse-Bertrand, d'où était originaire la victime. Toute la famille d'ailleurs pleure ces disparus. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.